Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Bah eh bien écoute, ça va et toi? La forme? Ouais, ça va, un petit peu mal à la gorge, mais ça va. Je crois que j'ai une petite angine, mais on va se débrouiller pour pas que ça s'entende un peu, quoi. Ouais, on a un petit peu, moi je parle un peu du nez, mais bon, on va faire en sorte que ce soit quand même agréable. On est parti pour la loi numéro 32 de Robert Greene, toucher l'imagination. Je vais laisser Nat nous lire le principe. Alors, le principe de la loi. On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité, sous peine d'avoir à affronter la colère, fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers eux. C'est un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Je te remercie pour cette lecture du principe, pour nous mettre dans le vif du sujet. Donc, on est parti, je vais lire le premier, respect de la loi, Venise et l'alchimiste, l'espoir, la déception et le mystère de Bragadino. La cité-État de Venise, autrefois prospère, croyait en sa bénédiction divine. Mais son déclin s'amorça au XVIe siècle avec la découverte du Nouveau Monde. Les pouvoirs économiques se déplacèrent vers les côtes atlantiques, laissant Venise en difficulté. La perte de l'île de Chypre en 1570 aux mains des Turcs aggrava la situation. La noblesse fut ruinée, les banques fermèrent et la ville sombra dans la tristesse. En 1578, l'arrivée de Bragadino, un alchimiste réputé pour transformer des minéraux en or, suscita l'espoir à Venise. Des membres de l'aristocratie vénitienne se rendirent à Brescia pour le rencontrer. Après une démonstration spectaculaire de ses talents, le Sénat vénitien vota à l'unanimité pour l'inviter à Venise. Cependant, avant son arrivée, une rumeur émergea selon laquelle le duc de Mantoue l'avait également appelé à son service, provoquant une précipitation du Sénat à sécuriser Bragadino. Le mystérieux alchimiste s'installa à Venise en 1578, financé par la République. Une fièvre de l'alchimie s'empara de la ville. Bragadino, impressionnant avec ses dogs noirs, résidait dans un somptueux palais sur l'île de Giudecca, tandis que les Vénitiens, fascinés, attendaient qu'il sauve la cité de la ruine en produisant de l'or. Cependant, Bragadino ne se pressait pas pour réaliser ce miracle. Sa popularité augmenta à mesure que des visiteurs du monde entier convergèrent vers lui, offrant des cadeaux, mais il ne montra aucun signe de transformation miraculeuse. Les Vénitiens, de plus en plus impatients, pressèrent le Sénat d'apporter des preuves de la rentabilité des investissements massifs. Les critiques se multiplièrent, exigeant que Bragadino produise de l'or rapidement. Il répondit hautainement que Venise l'avait trahi pour son impatience, et il quitta la ville. Se rendant à Padoue, puis, en 1590 à Munich, sur l'invitation du duc de Bavière, Bragadino répéta le scénario, profitant du confort offert en échange de ses prétendus talents d'alchimiste. Interprétation. Le jeune chypriote Mamougna avait vécu à Venise plusieurs années avant d'y revenir en tant qu'alchimiste sous le nom de Bragadino. Il avait senti quelle tristesse pesait sur la cité, combien chacun espérait la rédemption, d'où qu'elle vint. Tandis que d'autres charlatans misaient sur les tours de passe-passe, Mamougna, lui, misa sur la nature humaine. Venise était sa cible depuis le début. Il voyagea à l'étranger, amassa quelques argents par sa fausse alchimie, puis retourna en Italie où il ouvrit boutique à Brescia. Là, il se fit de réputation qui, il le savait,
allait s'étendre jusqu'à Venise à distance, elle n'en aurait que plus d'effet. Tout d'abord, Mamounia ne se donnait pas la peine de faire la démonstration de ses prétendus talents d'alchimiste. Son palais somptueux, ses tenues élégantes, le cliquetis des pièces d'or dans sa bourse, tout cela fournissait des arguments irréfutables à toute personne sensée. C'est ainsi que s'établit le cycle qui allait le faire vivre. Son évidente prospérité confirmait sa réputation d'alchimiste. Sur la foi de quoi des maîtres, comme le duc de Mantoue, lui donnaient des moyens de vivre dans l'opulence, ce qui donnait plus de force encore à sa réputation, et ainsi de suite. Ce n'est qu'une fois cette renommée établie, lorsque tous les grands personnages se battirent pour la voir, qu'il se soumit à la triviale nécessité de montrer ses pouvoirs, mais, à cette époque, les gens étaient faciles à duper, ils voulaient tant y croire. Les sénateurs vénitiens étaient si crédules qu'ils ne remarquèrent pas dans sa manchette le tube en verre plein de poudre d'or dont ils saupoudraient les pincées de minéraux. Brillant et capricieux, il était l'alchimiste de leurs rêves. Nimbé d'une telle aura, il était au-dessus de tout soupçon. Tel est le pouvoir des chimères qui nous obsède, particulièrement en période d'austérité et de déclin. Les gens attribuent rarement leurs problèmes à leurs propres méfaits ou à leur stupidité. Les responsables, ce sont les autres, le monde, les dieux. C'est pourquoi le salut, lui aussi, vient d'ailleurs. Si Bragasino était arrivé à Venise avec une analyse détaillée des causes du déclin économique de la cité, s'il avait exposé les étapes incontournables pour redresser la situation, on lui aurait ri au nez. La réalité était trop sordide, le remède trop douloureux. Des efforts similaires à ceux que leurs ancêtres avaient fournis pour créer un empire. Le fantasme, en revanche, en l'occurrence le mirage alchimique, offrait une solution tellement plus facile et plus agréable. Pour gagner du pouvoir, vous devez apporter du plaisir à ceux qui vous entourent, et le plaisir vient par l'imagination. Ne promettez jamais une amélioration progressive grâce à un dur labeur. Promettez plutôt la lune, une grande et soudaine métamorphose, un creuset rempli d'or. Citation. Aucun homme ne doit désespérer de propager les hypothèses les plus extravagantes, s'il a le talent de les présenter de la façon la plus favorable. David Hume, 1711-1776. Voilà pour le respect de la loi. Merci pour la lecture. Donc oui, c'est une loi qui nous montre que dans des temps difficiles, tu es d'autant plus enclin, moi c'est en tout cas mon interprétation à moi, d'autant plus enclin à croire à des choses surréalistes. En tout cas, tu as envie d'y croire plutôt qu'on vienne te présenter une espèce de plan d'action laborieux, complexe, qui va durer longtemps et qui serait en vérité la bonne solution. Mais ouais, c'est ça. Les gens ont envie de croire des choses magiques quand ils sont dans la merde. C'est un peu ce que je retiens de manière très condensée. Ouais, ça a l'air comme s'ils voulaient genre un genre de miracle. En mode, tu sais, tu peux leur sortir un truc tellement ouf qu'ils vont y croire tout de suite si ça leur permet de pas faire comme on parlait, le respect de la loi avec les ancêtres qui ont dû travailler dur et tout pour s'en sortir, de pas voir la réalité. Le mec, il va se ramener, il saupoudre un peu de trucs avec une poudre dorée, là. Les gens, ils y croient à fond. Ils font, il peut faire de l'or. Ouais, et puis le mec, il a jamais rien prouvé, en fait. Bah non. Il a jamais rien prouvé, mais ça a l'air tellement gros. Et puis, il a toute son espèce d'accoutrement, c'est chiant, là, en plus. Il a une espèce de mystique autour de lui, tu vois. Il crée de l'imaginaire. Donc, c'est vraiment ce qui fait la différence. Ah, c'est ce qui dégage. Ouais. Alors, en gros, c'est ça, c'est que les gens, ils l'ont jugé à son apparence. Mais en même temps, il a bien fait parce que c'est ça qui lui a permis de jouer bien son rôle. Ouais. Mais n'empêche, il est fort, parce que tu te dis que le mec, à chaque fois que les gens ils venaient le faire chier pour vas-y, fais de l'or et tout, t'inquiète, ça va arriver. En fait, le mec, il avait une vie confortable, il faisait ça à tout le monde. Ouais, et puis il promettait aux gens de dire attention, si vous attendez 7 ans, je vais multiplier l'or par 30, et puis il y avait une histoire comme ça. Enfin, il tournait tout le monde en bourrique dans l'histoire, et au final,
les Vénitiens, comme ils étaient très enclins à croire à ce genre d'histoire, ils ont fait durer ça longtemps, mais à un moment donné, ils lui ont quand même demandé des comptes, demandé de produire tout de suite, là, et il a dit non, c'est mort. je, je, je vous retire mes services, non, vous pouvez plus, on travaille plus ensemble. Enfin, et il s'est barré ailleurs pour faire la même chose. Bah, il est trop fort. Mais ça me fait penser un peu ouais, c'est typique un peu des charlatans, hein. C'est les gens qui te promettent monts et merveilles. Surtout de Ouais, l'alchimie, c'est avec vraiment le truc. tu peux comparer ça avec les formations d'aujourd'hui? Formations en ligne, là. Bah moi, je pense même, même aux religions, ce genre de trucs, tu vois. T'as des espèces de Ouais. gourous qui débarquent, qui te vendent des trucs, qui te font croire à des trucs. Et on sait comment ça marche, hein. Ça attire souvent des gens qui sont perdus. C'est les Ouais. brebis qui sont hors du troupeau, tu vois, et qui sont récupérés. Et c'est comme ça que ça marche. Pour Ouais, faire bah de ouf. écho aux lois sur la création de sectes qu'on a fait Ouais. précédemment et tout. Mais c'est des gens qui sont enclins à pouvoir y croire qui tombent là-dedans. Ouais. C'est pas le tout venant. Tout le monde ne va pas tomber dans ce piège. C'est vraiment... Puis d'ailleurs, on va le voir dans le A Contrario qui suit un peu la suite de cette histoire. Et bah, ça montre que tout le monde a une espèce une rationalité différente sur ce sujet. C'est comme Ouais. t'as les croyants, les athées, ils ont pas la même rationalité. Bah, t'as aussi ceux qui sont... t'as les croyants, mais qui sont pas... Par exemple, tu sais, t'as les catholiques et les protestants, par exemple, tu vois. Ils croient pas à la même chose, mais ils le font différemment. Oui, c'est ça, ils ont pas la même sensibilité sur le Ouais. sujet. Donc, mais ce que vont dire les athées par rapport aux religieux, c'est par exemple que ils vont leur dire, oui, vous les religieux, vous avez besoin un peu de cette espèce de béquille. Et nous, on n'en a pas besoin, tu vois. Ils vont sortir. Après, c'est des débats qui peuvent durer 1000 ans, tu vois. Mais c'est des trucs. Et c'est pour dire que ce qu'ils pourraient dire, c'est parce que vous êtes dans une forme de tristesse, voire peut-être même de nihilisme, et ben Mm. c'est la religion qui vous permet d'y échapper, alors que nous, enfin, c'est souvent moi ce que j'entends de de la part des athées, et alors que nous on s'en fout, on n'en a pas besoin. Ah ouais, non, ouais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu une vidéo encore hier, je crois, qui parlait de ça, donc c'est tout frais encore dans ma tête, mais ouais, il y a ce côté où les gens, surtout quand il y a un effet de foule, tu vois, quand les gens sont nombreux, Ouais. ils sont beaucoup plus enclins à croire à des espèces de démonstrations mystiques. Tu sais, je pense à Mesmer à l'époque qui faisait des shows à la télé, des espèces Ah, de trucs sur l'hypnose. Et ouais, ben, ouais. ça marchait bien. Ou les médiums aussi, t'avais des médiums aussi qui faisaient ça et tout. Ça marchait bien à la télé, puis ça a été relégué au fin fond des chaînes de la TNT et tout, parce que c'était complètement passé de mode. Plus Ouais. personne ne regardait ça et tout. Ouais, t'avais aussi le truc du mentaliste aussi à une époque. Ouais, c'est ça. Ouais, t'avais toute cette mode, ouais, Mentalist, Light to Me, je sais pas quoi, là, des Ouais. séries comme ça et tout. Et maintenant, il y en a un peu moins. Donc, ouais, c'est un peu passé de mode peut-être. Ouais, je Mais pense. en tout cas, ça montre que c'est une technique. On va voir d'ailleurs dans les clés du pouvoir d'autres exemples, d'autres Après, d'autres manières de faire. c'est un peu pervers dans le sens où, genre, tu profites du gars qui est perdu ou de la femme qui est perdue, qui est pas bien dans sa vie, pour lui faire croire des choses pour ton confort personnel. Oui, c'est un truc d'enfoiré, mais bon, on n'est pas à ça près de toute façon. Voilà, donc Avec ce faites livre, de toute attention. façon, on n'arrête pas de voir des trucs, on n'arrête pas de voir des gens qui font des coups de pute, grosso modo. Ouais, c'est vrai. Ce livre n'est fait que de ça quasiment. Ouais. Et le but après, c'est d'en tirer des leçons et voir s'en prémunir. Ouais. Donc voilà, bon, on va passer aux clés du pouvoir, qui se déroulent en fait en plusieurs petites scénettes, entre guillemets, ou plusieurs petites exemples pour illustrer ces clés du pouvoir. Alors, l'imagination ne fonctionne jamais seule. Elle se développe sur un terreau de platitude et de banalité. C'est le caractère oppressant de la réalité qui permet à l'imagination de prendre racine
et de s'épanouir. Pour la Venise du XVIe siècle, c'était le déclin et la perte de son prestige. En réaction, se développa une fable promettant un retour soudain des gloires passées par le miracle de l'alchimie. Tandis que la réalité ne faisait que s'assombrir, les Vénitiens caressaient le rêve d'un monde dans lequel leur cité retrouverait d'un coup sa fabuleuse prospérité et son pouvoir, transformant la poussière en or. Quiconque est capable d'élaborer une histoire à partir d'une réalité angoissante à vivre dispose d'un pouvoir indicible. Si vous cherchez une chimère qui est une emprise sur les masses, ne perdez pas de vue les vérités banales qui pèsent lourdement sur nous tous. Ne vous laissez pas distraire par les tableaux prestigieux que brossent les gens d'eux-mêmes et de leur vie. Creusez pour découvrir ce qui réellement les ligote. Une fois que vous l'aurez trouvé, vous disposerez de la clé magique qui vous ouvrira toutes les portes. Bien que les époques et que les personnes changent, examinons quelques-unes des réalités angoissantes de la vie et les opportunités de pouvoir qu'elles fournissent. Ici, la réalité, c'est que le changement est lent et progressif. Il nécessite des efforts, un peu de chance, quelques sacrifices et beaucoup de patience. Tandis que la chimère, un coup de baguette magique modifie le destin, instantanément, sans effort ni sacrifice. C'est par excellence l'illusion promise par tous les charlatans qui rôdent encore parmi nous, et ce fut la clé du succès de Bragadino. Promettez un changement radical. Les pauvres deviennent riches, les malades recouvrent la santé, les malheureux le bonheur, et vous aurez des disciples. Comment Léonard Turnnesser, grand charlatan allemand du XVIe siècle, s'y prit-il pour devenir médecin à la cour du grand électeur de Brandebourg sans avoir jamais étudié la médecine? Au lieu de proposer des amputations, des sangsues et des purges amères, les médicaments de l'époque, Turnnesser offrait de délicieux élixirs et promettait une guérison immédiate. Les courtisans à la mode plébiscitaient sa solution d'or buvable, qui coûtait une fortune. Si une maladie inexplicable vous terrassait, Turnnesser consultait un horoscope et prescrivait un talisman. Qui peut résister à pareil rêve? La santé et le bien-être sans sacrifice ni douleur. La réalité, la société possède des codes et des conventions bien établies. Nous comprenons ses limites et nous nous savons prisonniers de son cercle étroit. La chimère, nous pouvons pénétrer dans un monde totalement nouveau, avec des codes différents et une promesse d'aventure. Au début du XVIIIe siècle, à Londres, on ne parlait que d'un mystérieux étranger. Un jeune homme appelé George Psalmanazar. Il était originaire d'un pays quasi légendaire aux yeux des Anglais, l'île de Formose, l'actuelle Taïwan, au large de la côte chinoise. L'université d'Oxford engagea Psalmanazar pour enseigner la langue de son île. Quelques années plus tard, il traduisit la Bible dans cette langue, puis écrit un livre, qui fut immédiatement un best-seller, sur l'histoire de la géographie de Formose. La famille royale l'entretient somptueusement, et, partout où il allait, il distribuait ses hôtes avec des récits merveilleux sur son pays et ses coutumes étranges. Après la mort de Psalmanazar, son testament révéla qu'il était un Français de pure souche, doté d'une exubérante imagination. Tout ce qu'il avait raconté sur Formose, son alphabet, sa langue, sa littérature, sa culture, il l'avait inventé, s'appuyant sur l'ignorance des badauds anglais pour échafauder une histoire complexe qui assouvissait leur désir d'exotisme et d'insolite. Le contrôle rigide que la société britannique de l'époque exerçait sur la vie fantasmatique lui avait fourni l'occasion idéale d'exploiter la frustration qui en résultait. De l'exotisme à l'érotisme, il n'y a qu'un pas, vite franchi, à condition de ne pas devenir trop explicite. En effet, le tangible tue l'imaginaire. On ne se lasse de ce que l'on possède, maintes courtisanes l'ont appris à leurs dépens. Les charmes d'une maîtresse ne font que stimuler chez son amant le désir d'autres délices dans la personne d'une nouvelle beauté à conquérir. Pour conférer du pouvoir,
l'imagination doit rester jusqu'à un certain degré désincarnée, virtuelle. La danseuse Mata Hari, par exemple, qui fit courir le tout Paris avant la Première Guerre mondiale, était physiquement assez quelconque. Son pouvoir provenait des fantasmes qui éveillaient son allure étrange et exotique, insolite, indéchiffrable. Elle manipulait son public, non tant par le simple érotisme que parce qu'elle brisait un tabou social. Un autre attrait de l'exotisme est qu'il fait fuir la grisaille et l'ennui. Plus d'un escroc joue du désir d'évasion et de la soif d'aventure qui taraude l'employé de bureau moyen. Prenez une épave de galion espagnol, mettez-y une señorita mexicaine plutôt sexy, ajoutez l'intervention éventuelle du président d'une république sud-américaine. Voilà les ingrédients d'un montage qui peut marcher très fort. La réalité, la société est divisée et secouée de conflits. La chimère, une union mystique des âmes, peut créer la cohésion. Dans les années 1920, l'escroc Oscar Hartzell fit rapidement fortune grâce à la bonne vieille arnaque dite de Sir Francis Drake. Elle consistait à promettre à un quelconque naïf portant le nom de Drake une part substantielle du prétendu trésor du fameux flibustier. Trésor qu'Hartzell aurait découvert. Des milliers d'habitants du centre des États-Unis tombèrent dans le piège, qu'Hartzell transforma intelligemment en croisade contre le gouvernement et contre quiconque tentait de priver de la fortune de Drake ses héritiers légitimes. Les Drake, spoliés, se liguèrent avec une ferveur quasi mystique, organisant d'émouvants meetings. Promettez l'union sacrée, et vous serez investi d'un gros pouvoir. Un pouvoir dangereux qui peut facilement se retourner contre vous. C'est un fantasme très prisé par les démagogues. La réalité, la mort, les morts ne reviennent pas de l'au-delà. Le passé est irréversible. La chimère, un soudain retournement de ce fait intolérable. Cette escroquerie existe sous de nombreuses variantes, mais elle nécessite beaucoup de talent et de subtilité. Vermeer est depuis longtemps reconnu comme un artiste majeur, mais ses peintures sont excessivement rares et quasiment introuvables. Pourtant, dans les années 1930, des Vermeer commencèrent à apparaître sur le marché de l'art. Les experts pressentis pour les examiner les authentifièrent. Ces nouveaux Vermeer représentaient le couronnement d'une carrière de collectionneur. C'était comme la résurrection de Lazare. Étrangement, Vermeer était revenu à la vie. On avait remonté le temps. Bien plus tard, on apprit que ces tableaux étaient en fait l'œuvre d'un faussaire hollandais, Hans van Meegeren. Il avait choisi d'imiter Vermeer parce qu'il avait compris ce qui nourrit l'imaginaire des foules. Les peintures semblaient authentiques précisément parce que le public, comme les experts, voulait désespérément les croire vraies. Souvenez-vous, la clé du fantasme est la distance. Ce qui est loin est attrayant, prometteur, simple et sans problème. Ce que vous offrez doit rester insaisissable. Ne le laissez jamais devenir familier. Le mirage, par définition, est inaccessible. Il s'évanouit dès qu'on s'en approche. Ne décrivez jamais trop explicitement la chimère que vous proposez. Restez vague. Vous êtes marchand de rêves. Laissez votre victime s'en approcher assez près pour être tentée, mais maintenez-la assez loin pour qu'elle continue à rêver. Image. La lune, inaccessible, éternellement changeante, elle disparaît puis réapparaît. On la contemple de loin, on l'imagine, on s'interroge, on se languit, elle suscite constamment le rêve sans jamais être saisissable. N'offrez pas ce qui est évident, promettez la lune. Autorité. Un mensonge est un miroir aux alouettes, une mystification qui peut se transformer en rêve, se travestir de mysticisme. La réalité est froide, sans fantaisie ni charme. Un mensonge a bien plus de saveur. Le plus détestable personnage au monde est celui qui dit toujours la vérité, qui n'invente jamais rien. Je trouve bien plus intéressant et rémunérateur
de raconter des histoires que de dire la vérité. Joseph, Yellow Kid, Well, 1875-1976. Je pense que cette loi, elle est très très vraie, car quand tu regardes la plupart des gens qui disent la vérité, personne les kiffe. Oui, c'est souvent plat, il manque souvent un petit truc. En fait, j'ai l'impression que quand t'es honnête, bah, on te déteste, tu vois. En fait, Ouais. faut mentir aux gens ou... Oui, tout le monde te c'est dit, comment tout le monde te dit en plus, dans un peu le côté bien pensant, ah, c'est bien d'être honnête. Mais Ouais, en général, quand t'es honnête, bah, ça saoule tout le monde. Nous, les gens veulent un côté mystique, un côté bizarre, un côté t'es sibyllin, un côté ah mais je pense qu'il dit pas la vérité. Qu'est-ce qu'il veut dire réellement? Quel est son plan? Quel est son projet? Les gens, ils ont envie de cogiter. Et on adore ça, nous, les humains. On en a toujours besoin d'imaginer des choses. Et quand on te révèle la vérité d'un coup, d'une traite, il n'y a pas d'imaginaire, donc c'est chiant. mais en plus, ça marche avec tout, hein, parce que quand tu regardes, même dans les tafs, tu vois, quand genre t'es trop honnête et que tu fais bien ton boulot, bah, la plupart du temps, c'est tout le temps toi qui dois faire les tâches ingrates, on va dire. Alors qu'un mec Ouais. qui bosse pas, bah, on va pas lui demander. Un mec ou même un hypocrite, tu vois, qui fait que de rigoler avec le chef et qui s'entend bien avec, bah, il va pas lui demander de faire des trucs bizarres. Ouais. Alors que toi, t'es honnête, tu fais bien ton boulot, bah, voilà, t'es dans la merde. Ouais, puis dans l'honnêteté, il y a une forme de... Dans cet exemple que tu donnes, il y a le côté où le mec, il est honnête, ça veut dire qu'on dirait qu'il est là pour faire le taf de manière froide, sans réfléchir, Ouais, et vouloir exceller même dans ce qu'il fait. Alors que l'autre, genre qui c'est est plus dans l'introverti, une quoi. optique, ouais, qui est plus dans une optique voilà, d'être dans le mysticisme, dans l'enrobage et un peu les balivernes, bah, il va le voir comme une menace. Il va dire, ah non, mais lui, si je le continue à avancer comme ça, il va révéler que je suis un escroc, en fait. Et donc, il faut que je le... Alors que si j'arrive à déceler en lui le côté un peu, le côté un peu dark, un peu nasty, un peu Ouais. comme moi, tu vois, le côté un peu... je raconte des trucs, j'ai des failles, j'ai des trucs dégueulasses en moi, j'ai des trucs sales. Et ben là, si je peux le faire sortir et l'exploiter, bah, il va devenir comme moi. Et donc, du coup, je pourrais en faire un allié et le maintenir là où il est. Ou le faire aller là où je veux qu'il aille. Mais je Ah pourrais ouais. le contrôler alors que si il reste comme il est, ouais, tu vois, platonique, sans rien révéler et tout, en étant tout le temps honnête, je peux Mais, rien faire de lui en fait. mais en Donc plus, c'est une menace. tu te dis, vu que, on va dire, si la plupart des gens ne sont pas honnêtes, tu vois, imaginons, ça veut dire qu'on est tous des acteurs de notre Ouais. propre vie, finalement. Donc, est-ce que- pourquoi c'est si bien payé d'être acteur alors qu'on l'est tous? Ah, parce qu'il y en a qui le monétisent, il y en a qui en jouent, qui veulent le vendre. On est tous des Et acteurs, en fait. et on passe ton temps à te dire de pas le faire. C'est un Alors qu'en délire. vrai, quand tu le fais, c'est là que se trouve la vraie valeur. Bah ouais, que les gens ils aiment, hein. C'est pour ça il y en a des influenceurs. Mais attention, parce que, comme on va le voir dans la Contrario, c'est un jeu à double tranchant. Si l'imaginaire des masses est une mine de pouvoir, c'est aussi un terrain miné. L'imaginaire recèle habituellement un côté ludique. Le public se doute vaguement qu'il est trompé, mais le fantasme l'emporte par le plaisir qu'il apporte et la distraction momentanée qui soulage de la banalité du quotidien. Aussi, regardez où vous mettez les pieds. Ne vous approchez jamais trop près du filon que vous exploitez. Il peut vous sauter à la figure. Lorsque Bragadino s'établit à Munich, il constata que les austères bavarois avaient moins de foi en l'alchimie que les bouillants vénitiens. Seul le duc y croyait vraiment, parce qu'il avait désespérément besoin d'aide pour se sortir de l'ornière. Tandis que Bragadino jouait son jeu habituel, faire attendre et accepter les cadeaux, le public grondait de façon de plus en plus menaçante. L'argent avait été dépensé, mais sans résultat. En 1592, les Bavarois exigèrent que justice soit faite, et Bragadino fut pendu haut et court. Il avait promis sans tenir ses engagements, selon son habitude, mais cette fois, il avait surestimé la patience de ses hôtes.
son incapacité à entretenir leurs rêves lui fut fatale. Une dernière chose. Ne faites jamais l'erreur de croire que l'imaginaire est toujours fantastique. Il contraste, sans aucun doute, avec la réalité. Mais la réalité dépasse parfois tellement la fiction que le fantasme peut au contraire exprimer un désir de simplicité. Ainsi, l'image de campagnard barbu que se forgea Abraham Lincoln fit de lui le président des gens simples. P.T. Barnum réussit un coup de maître en créant le personnage du général Tom Pouce, un nain en uniforme de dictateur qui singeait les Napoléons de ce monde et les tournait malicieusement en ridicule. Son spectacle a ravi tous les publics, jusqu'à la reine Victoria, car il faisait appel à l'imaginaire de l'époque. Foin de ces altiers monarques, place à l'homme de la rue. Tom Pouce prenait le contre-pied des habituels ingrédients du fantasme, l'étrange et l'inconnu. Mais ce contre-exemple n'en obéit pas moins à la loi, car il est sous-tendu par l'idée que l'homme ordinaire est exempt de tout souci et vit plus heureux que les riches et puissants. Lincoln et Tom Pouce s'appuyèrent tous deux sur le concept d'ordinaire, mais sans le banaliser. Si ce type de personnage devient trop familier, il cesse en effet de fonctionner comme fantasme. Donc c'est important au final de maintenir une certaine distance parce que plus tu crées une mystique, Ouais, plus tu crées de l'imaginaire, plus le moment de vérité approche et le moment où tu dois concrétiser cet imaginaire, plus ça risque d'exploser et ouais, c'est ça, de disparaître. L'aura ouais. que tu vas créer va disparaître et au Il faut final, bien voir où tu vas la créer, ta mystique aussi, parce que comme on l'a vu avec Bragadino, il est parti dans un autre pays. Eux, ils étaient pas en mode non, on ne croit pas, mec. ouais, c'est pas du tout le même peuple, hein. Les Ouais, Bavarois, ah, les, c'est ça. les Allemands, c'est pas le genre qui aime la magie ou les trucs mystiques comme ça, de toute façon. Ils sont plus dans la logique et la rationalité. Ouais, exactement. En tout cas, j'espère que cette loi vous a plu. Je sais pas si tu as un truc pour conclure. En tout cas, moi, je pense qu'on a cette loi-là, on a bien fait le tour. Non, on a fait le tour, ouais, je pense. Ok, ça marche. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner, à nous lâcher un petit 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao à tous. Ciao.